Salut tout le monde et bienvenue au balado d'Avant-Match, le podcast. Mon nom est Joey Alfieri. What's up everybody? Joey Alfieri here with the Pregame podcast, getting you ready for the last regular season game of 2024. I can't believe that this is where we're at. It feels like yesterday that we were in Saint Jerome for training camp, and now we're week 21, game 18. Playoffs are right about to start. It is absolutely crazy how much this or how quickly this season has gone by. As you can probably tell from my voice, I'm a little banged up, dealing with I don't know, just a little bit of a small cold, I guess it is. So please bear with me. The voice is coming and going. It gets a little tickly there sometimes, but we'll make it work. Ouais, un peu enrhumé, comme vous pouvez constater de ma voix. Donc, on va faire le plus qu'on peut. Bon, on va faire un retour rapide du match de samedi passé contre les Lions de la Colombie-Britannique. Clairement, pas le meilleur match que les Alouettes ont joué cette saison. Il y a des bonnes chances que c'est le pire match qu'ils ont joué en 2024. Écoute, aller à Vancouver pour les Alouettes, toujours compliqué. Euh, je ne sais pas pourquoi, aucune raison. Cette fois-ci, écoute, j'avoue qu'il n'y a pas d'excuse. On le dit souvent quand on perd, mais de jouer 2 matchs en 5 jours avec un long voyage à l'autre bout du pays, c'est pas évident, c'est compliqué. Les Alouettes ont pas assez bien joué. On a pris des punitions à des moments clés. Le botté d'envoi, sur le tout premier botté d'envoi, qui est un botté illégal, qui traverse les lignes de côté. Donc, du début à la fin, c'est pas assez bon. Tu sais, on est rentré dans la zone payante en dedans de la ligne de 10 des Lions de la Colombie-Britannique, puis on a marqué 3 points. Donc, clairement, c'est pas idéal, mais tu sais, je sais qu'il y a plusieurs partisans qui n'arrêtent pas de me dire, ouais, on a gagné 5 matchs de suite pour finir l'année 2023 et on avait tout le momentum. Et c'est clair que tu sais, c'est la meilleure façon de rentrer dans les matchs éliminatoires. Mais tu sais, aussi, tu sais, on sait que quand on n'affronte pas d'adversité lors de la saison, ça peut devenir compliqué en playoff. Tu sais, les Argos sont un bel exemple de ça. Tu sais, c'est une équipe. L'an passé, on l'a mentionné assez souvent, mais 16 victoires, 2 défaites. Ça veut dire qu'ils jouaient quand même du bon football à la fin de l'année. Euh, et tu sais, de ce qu'on a vu en finale de l'Est, oh mon Dieu, ça n'a pas été idéal, ça n'a pas été bonbon non plus. Donc, c'est ça qui est ça avec le match de samedi. J'aimerais l'oublier plus jamais. Je vais réécouter ce match-là, je pense. Et on avance et on regarde vers l'avant. On va passer en anglais bientôt avec une entrevue avec le receveur Tyson Philpot, qui malheureusement sa saison est terminée. Il n'a pas joué depuis le 10 août. Mais Tyson a été assez généreux avec son temps. On va parler à Tyson Philpot bientôt, mais avant de passer à l'entrevue en anglais avec Tyson Philpot, il y a une couple de choses dont j'aimerais parler. Premièrement, ce match qui arrive à grands pas samedi à 15 heures. Notez l'heure, c'est 15 heures. Au début de la saison, la Ligue avait annoncé que c'était un match à 16 heures. Mais si vous venez au stade, si vous avez des billets, assurez-vous d'être dans vos sièges avant 15 heures parce que ce n'est plus 16 heures, c'est 15 heures, le botté d'envoi. Aussi, euh, ce match-là, aucun enjeu pour le classement côté Alouette, mais c'est un match très, très, très important pour les Blue Bombers de Winnipeg. Je vous explique la situation. Si les Bombers gagnent ce match-là, ils sont assurés de terminer en première position dans la division Ouest, ce qui veut dire qu'ils vont avoir une semaine de congé la semaine prochaine. Euh, S'ils perdent ce match-là, les Rough Riders vont affronter les Stampeders euh, à 19 heures, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un match à 19 heures. Si les Bombers perdent et les Rough Riders gagnent, mais c'est les Rough Riders qui termineront en première position. Donc, tu sais, un match très important pour les Blue Bombers. C'est pas mal sûr qu'ils vont venir avec tous les joueurs qui sont en santé. Donc, tu sais, c'est quand même compliqué pour Winnipeg. S'ils ne gagnent pas,
Ils peuvent toujours finir en première place, mais ça prend une victoire des Stampeders à Regina. Les Stampeders ont une fiche de 4-12-1. Les Riders sont 9-7-1. Donc, c'est quand même intéressant pour la division Ouest. Donc, match très important. C'est pas deux équipes. Ces deux équipes sont en première place en ce moment. Mais s'il y a une équipe des deux qui est assurée de la première place, l'autre n'est pas assurée de la première place. Donc, c'est ça qui est ça pour ce match-là. Côté de l'alignement partant des Alouettes, coupe de changement. Évidemment, je pense que Jason Moss l'avait mentionné la semaine passée. Austin Mack et Walter Fletcher, tous les deux ont eu du repos la semaine passée, ne sont pas allés à Vancouver. On leur a donné une semaine de congé. Mais là, ils vont réintégrer la formation. Brock Gowenlock, Theo Grant aussi. Et cette semaine, on va donner du repos à James Letcher Jr., le retourneur, qui cédera sa place à Tyshawn Lindsay, qui est sur l'équipe de pratique depuis le début de la saison. C'est un ancien des Seahawks de Seattle dans la NFL. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il a connu tout un match comme retourneur lors du deuxième match pré-saison à Ottawa. Je pense que c'était début, début juin, fin mai, début juin, si je ne me trompe pas. Mais écoute, tout un match sur les retours de beauté et de retour de dégagement. Donc, il aura sa chance de jouer un match, un vrai match contre les Bombers, les Blue Bombers de Winnipeg. Donc, ça c'est une des choses dont je vais observer de très près. C'est le numéro 88, Tyshawn Lindsay. Un petit receveur explosif. Je ne sais pas si on va le voir jouer en attaque. Mais c'est sûr qu'on va le voir jouer sur les unités spéciales et j'espère qu'il va bien faire, qu'il va bien performer. Donc, Lindsay, c'est un des joueurs que j'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir jouer cette semaine. On ne l'a pas vu. Il a été patient, comme beaucoup de ses coéquipiers. Et là, il a une chance en or de jouer un match lors de sa saison recrue avec les Alouettes dans la Ligue canadienne de football. OK. Aussi, donc, si Fletcher et Mac rentrent dans la formation, il y en a qui sortent. Brock Gowenlock, on l'a mentionné, il rentre dans la formation pour Isaac Adeyemi Berglund. Berglund, si vous avez écouté le match la semaine dernière, clairement, il y a une petite blessure qui s'est produite pendant le match. Berglund, on ne prendra pas de chance. On va lui donner 2 semaines de congé. Il ne jouera pas ce match-là contre les Blue Bombers de Winnipeg. Josh Donovan, malheureusement, même situation. Donovan, par exemple, la blessure, on dirait que c'était beaucoup plus sérieux que Berglund. Tu sais, je pense qu'on a vu le stage et Justin Lawrence aider Donovan à sortir du terrain. Puis là, il est embarqué euh, dans le kart aussi pour quitter vers le vestiaire. Donc, tu sais, c'était compliqué. Malheureusement, ça a l'air pas bien. On n'a pas eu de mise à jour sur Josh Donovan, mais on sait qui ne jouera pas ce match-là. Il a été placé sur la liste des blessés d'un match, quand même connu une bonne saison et s'est vraiment amélioré tout au long de la saison. Là, ça devient un peu compliqué pour les Alouettes à cette position-là de bloqueur à droite. Jamar McGloster, qui a joué son premier match de la saison la semaine passée à Vancouver. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est dans ce match-là ou lors d'une pratique cette semaine, mais McGloster s'est blessé et ils vont prendre une décision. Si on regarde la charte des positions, c'est lui qui est indiqué comme partant, comme bloqueur à droite. Mais ce que je peux vous dire, c'est que McGloster, on va prendre une décision après la période d'échauffement sur s'il va jouer ou pas. Donc, McGloster, malheureusement, ennuyé par. C'était une blessure au dos. Là, je ne sais pas, on n'a pas donné de mise à jour sur sa blessure, sur son état de santé. Donc, on ne sait pas exactement c'est quoi la blessure, mais on sait que c'est pas idéal dans sa situation. Donc, McGloster, on va prendre une décision après l'échauffement. Bon, avant
de passer à notre entrevue avec Tyson Philpot. Je voulais parler des joueurs des Alouettes qui ont été sélectionnés pour les prix individuels cette année. Donc, joueur le plus utile, c'était Tyrese Beverett, joueur défensif par année, Tyrese Beverett. Et ce qui est intéressant, c'est les médias montréalais, il y a quelques-uns qui ont un vote. Euh, et c'est drôle parce que de ce qu'on nous a dit, Tyrese Beverett était le choix unanime pour joueur le plus utile du groupe, mais pas pour le joueur défensif. On sait pas, tu sais, on sait pas qui a eu des votes, qui a eu quel vote, mais j'ai quand même trouvé ça un peu spécial que il a été le joueur le plus voté, joueur le plus utile, euh, unanime, mais pas joueur défensif. Un peu étrange, je ne la comprends pas. Mais tu sais, je pense que Bev a quand même des bonnes chances de le remporter. Je sais que tu sais, si on regarde les médias traditionnels, à travers le Canada, tout le monde commence à parler de Beau Levi Mitchell. Est-ce que Beau Levi Mitchell peut gagner le joueur le plus utile? Écoute, il s'est fait mettre sur le banc euh, cette saison. Oui, il y a eu des bons chiffres, mais les stats, ça raconte pas toute l'histoire. Il a bien joué en deuxième moitié de saison. Je rien lui enlever. Mais en première moitié de saison, il y avait des matchs où l'attaque des Tiger Cats était affreux, mais ils ont quand même fini avec des bonnes statistiques parce qu'ils tiraient de l'arrière en tard en deuxième mi-temps, puis on lançait le ballon. Donc oui, je sais qu'il y a des belles stats, mais moi, je la comprends pas, celle-là. Joueur le plus utile, on va donner ça à un joueur qui a été mis sur le banc par son entraîneur-chef. Et je sais qu'il n'y a aucun autre corps arrière. Tu sais, Chad Kelly, il a manqué la moitié de la saison. Euh, Fajardo a manqué un tiers de la saison, presque un tiers de la saison, avec blessures et des raisons personnelles. Tu sais, à Ottawa, ils ont changé de corps arrière à cause de blessures une couple de fois. Donc, tu sais, d'habitude, ça, c'est un prix remporté par un corps arrière. Là, cette année, c'est sûr qu'il n'y a pas de compétition, mais ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'on ne peut pas donner ça à un joueur défensif. C'est ça qui est arrivé il y a une couple d'années, avec Solomon Elimimian, le secondaire des Lions de la Colombie-Britannique, je pense que c'est en 2014. C'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné le championnat, pas le championnat, excuse-moi, le joueur le plus utile. Il a connu vraiment une bonne saison et honnêtement, Beverett le mérite. Beverett connaît toute une saison. Donc, selon moi, oui, je sais je le vois venir, là. Ça fait longtemps que je suis la Ligue. Je sais qu'on va essayer de vraiment pousser Beau Levi Mitchell, mais j'espère que ceux qui votent utilisent leur tête un peu. Il a connu une bonne saison, mais c'est pas le joueur le plus utile, le meilleur joueur de la division Est. On ne peut pas mettre un joueur sur le banc pendant une coupe de match et dire ah ouais, c'est le meilleur joueur de la division. Je m'excuse, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne devrait pas fonctionner de même. On va voir ce que ça va donner avec ceux qui votent. Mais ça n'a pas de sens. Bon, j'aimerais souligner le travail aussi des autres qui ont gagné. P.O. Lestage, joueur de ligne, le meilleur joueur de ligne de l'équipe. Ça, écoute, il y a une couple de gars qui ont bien joué, mais le stage a été vraiment fort tout au long de la saison. Pour moi, c'est clairement le meilleur joueur de ligne des Alouettes ligne à l'attaque et il a connu une très, très bonne, une autre très, très bonne saison. Donc, celle-là, c'est clair, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, PO le mérite et tu sais, c'est tout un joueur. Tu sais, c'est un joueur physique qui amène de l'attitude. C'est un gars qui est apprécié par ses coéquipiers. Et oui, des fois, il prend des punitions, mais tu sais, c'est pour envoyer un message à l'autre équipe que, tu sais, on n'est pas là pour niaiser, on est là pour travailler. Puis j'ai aucun problème, excuse-moi, avec P.O. Lestage. James Letcher, joueur par excellence sur les unités spéciales des Alouettes. Encore une fois, aucun problème avec ça. Malto, ses côtés n'ont pas joué tous les deux une saison complète. Donc, on ne peut pas donner ça au botteur. Botteur de dégagement, Josima est très bon, connaît une très bonne saison, mais le retourneur, il est plus explosif, c'est clair. Il a joué tout au long de la saison aussi. Il a marqué une coupe de toucher. Il a marqué des touchés à des gros moments. Je pense à celui à pas à Vancouver, à Regina, le placement raté qu'il a ramené pour un toucher. C'est un jeu énorme, ça.
Donc, Letcher, je pense qu'il le mérite. Je lui ai parlé cette semaine. J'ai demandé, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que tu as des chances de gagner? Lui, il pense qu'il va terminer deuxième dans l'Est, en arrière de Janarian Grant. Mais Janarian Grant a échappé le ballon plus souvent que Letcher. Mais c'est sûr que Janarian Grant des excuse-moi, plus des Blue Bombers, des Argonauts de Toronto, a connu une très, très bonne saison aussi. Donc, celle-là, tu sais, je peux comprendre que ça peut être Letcher et ça peut être Janarian Grant aussi. Beverett puis Bo Levi Mitchell, je le vois pas. Je pense pas que tu n'as pas un argument. Si tu as écouté les matchs, si tu regardes les stats, oui, peut-être. Mais si tu regardes juste les stats, je devrais dire. Mais si on regarde la performance sur le terrain avec nos yeux, moi, je pense que c'est Beverett facilement, Tyrese Beverett. Le Canadien par excellence cette année, Isaac Adeyemi Berglund. Je sais qu'il y en a qui sont surpris que Marc-Antoine Dequoy n'a pas reçu le vote, mais Berglund a quand même connu une très bonne saison. Là. On regarde, c'est le meneur pour les sacs. Dans l'équipe cette année, il est à égalité pour le troisième rang de la Ligue. Mais il a fait du bon boulot comme ailier défensif tout au long de la saison. Et quand même, j'en reviens pas. Je veux pas faire ma langue sale, là, mais j'en reviens pas, je vais la faire quand même. J'en reviens pas que les Stampeders, une équipe qui a gagné 4 matchs cette saison, ont décidé, ont vu ce gars-là jouer, un Canadien jouer, et ils ont dit ce gars-là ne peut pas jouer pour notre équipe. Ça, j'en reviens tout simplement pas. Ils l'ont laissé aller. Ils ont pris cette décision-là. Je la comprends pas. Mais je donne crédit aux Alouettes. Ils ont trouvé un joueur qui est très utile, qui a un moteur qui arrête jamais. Tu sais, c'est un gars comme on dit en anglais, tu sais, il hustles a lot. Euh, et c'est ça, je suis vraiment, vraiment content de cette prise-là. Tu sais, ça n'a pas fait des flamèches pendant la saison morte, ça, quand on a signé Isaac Adeyemi Berglund, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de fans, je devrais dire, et les joueurs aussi qui apprécient le numéro 91. Et finalement, recrue de l'année, ça aurait pu être, je pense que Charleston Rambo est éligible, mais on a voté pour Jeffrey Quentin-Arcou, le secondaire québécois, qui, cette semaine, nous a avoué qu'il ne pensait pas jouer autant en défensive qu'il l'a joué, mais il y avait une blessure à Tyrell Richards tôt en saison qui a ouvert la porte à Quentin Arcou et il a vraiment bien joué. Là. Ça, encore une fois, avant le repêchage, j'étais un peu surpris. Je pensais jamais qu'il allait se rendre au neuvième rang où les Alouettes sélectionnaient. Mais quand même, le fait qu'il était là la soirée du repêchage et les Alouettes l'ont pris, je me suis dit, OK, c'est surprenant. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas remarqué, je n'ai pas vu dans ces bandes vidéo, dans ces matchs au rang universitaire à Syracuse et à Memphis. Mais là, aussitôt qu'on l'a vu, là, c'est quand même un joueur. Je pense qu'il y a 5 sacs du corps, réussi une interception. Il a vraiment bien joué cette saison. Donc, 100%, il le mérite. Jeff Quentin-Arcou a connu toute une saison pour les Alouettes et c'est la recrue de l'année pour les Alouettes. All right. We'll switch over to English right now and we'll talk to the outstanding wide receiver. Unfortunately, his season came to an end prematurely, but he should be back to start next year. Here's my one-on-one interview with Tyson Philpot. All right, Tyson. So it's been a while. We haven't seen you on the field since almost mid-August. Just what are the emotions like? How are you feeling physically? Where are you at mentally right now? Yeah, I'm feeling good. It's been a good recovery plan. Been in the facility, just working on my mental, staying strong, but also watching the guys, go out there and compete, and being around the facility and just being around the team. Obviously I got hurt a couple months ago, but still part of this team, and the guys do a good job at making me feel that, and just helps with my spirits every day. And me and Reggie Stubblefield in that gym getting right every day. What happened? Like it seemed like an innocent looking play. I know your foot got kind of caught in the turf, but how do you describe what happened? How was it explained to you, and what'd you feel? Yeah, it was kind of explained to me just as kind of a fluke in a way. I was beating myself up a lot about it, but at the end of the day, there was nothing I could have done. Just from my point of view, watching it, my foot got caught in the turf,
And when he twisted me, my foot stayed caught in the turf, so just caused the ligaments to tear, I guess. But I'm feeling good. Obviously at that moment, I kind of knew it was more serious than it was, even though I was able to walk off the field. It just, personally, I know when I'm actually hurt. But yeah, it's a small injury. It's a minor setback for a major comeback, and I'm just focusing my efforts on to being ready for next year. So, but you knew in the moment, like, something's not right? Because some guys say, like, I don't realize it, the adrenaline, like, you knew right away it wasn't right? And did the pain, were you in that much pain? No, honestly, like, I tried to give it a go. I taped it up, took a couple Tylenols, I thought I could potentially, play the rest of the game. I definitely felt like a line across my foot, so I definitely... Once they told me it wasn't broken, I was like, okay, like maybe you can play through this. But obviously with further imaging and stuff like that, we realized the severity of it. But at the time, it was just, I would say, like a 7 out of 10. Nothing crazy. Something I could play through for sure. But the next day, how did it feel the next day? Yeah, the next day wasn't too good to me. Obviously not being able to put any weight on it was definitely a clear-cut sign that it was a major injury. But right now I'm feeling pretty good. Just a couple more months till we're out of this boot. So, yeah, if people obviously can't see, you do have a boot on your left foot. What's the process? What's the next steps in recovery? Yeah, so get sometime after the parade, after we win, I've pushed everything to that. But get my screw removed from my foot, then I can start putting pressure on it and, start that actual rehab process. It's just been a bulk of rehab right now and just rest, letting the foot heal. But next steps will be, slowly walking and then, building myself up to slowly jogging and running. And then hopefully we're thinking by April, maybe end of March, back on the field running and, definitely keep my fans up with that kind of stuff and, those first couple steps. Mm-hmm. How's life with the scooter? Because you got the scooter here. I mean, is there certain aspects of the scooter that are challenging that you didn't think were going to be challenging? Definitely. If I want to leave you with something, be grateful and don't take for granted walking with those 2 feet, because that's something I definitely wasn't. I was taking that for granted, and you don't realize how much you need your 2 feet until you lose one. So obviously Montreal's a very busy city, so I try and use my back streets. St. Catharines has not seen me since the scooter, just because I'm in the way for people walking. So it's definitely been a challenge, but it's also been a fun challenge. Just experiencing life in a new way, and but the fans have been nothing but supportive, and seeing fans on the street and telling them that or them telling me that they can't wait to see me get better, and all that motivation has definitely helped me. So a couple months and we'll be off the scooter, and you'll see me running around the streets again. Elevator at your place? There is an elevator, thankfully. Montreal Metro systems, please. Yeah. If I can advocate, elevator everywhere would be very nice. I know my people in wheelchairs definitely like to hear that, so I'm vouching for it. Obviously, you never want to suffer a season-ending injury, but for you, I mean, just since the Grey Cup, since that moment, it's just like your trajectory just has skyrocketed. I mean, you were among the league leaders in receiving. I think you were top 2 when you went down. Just how much more does that hurt? Because you were on pace for one of the all-time great receiving seasons in Alouettes history. Yeah, definitely. That definitely hurt. That was probably one of the biggest things at the start of getting hurt, just knowing what trajectory I was on, what I was doing night in and night out, and just not being able to contribute with my teammates again and help them win. But I definitely was keeping track a little bit, just seeing where I would project or where I would finish off, with just the pace I was at. So that goal starts again next year. That first snap, nothing less but expectations to do the exact same thing, if not more. So I think, that was just a little taste, for Alouettes fans of what's to come. And, we're going to come back stronger from this injury. So, I can't wait to, just keep putting my best foot forward. And, that's just the start. Literally, put your best foot forward. You mentioned something before that was kind of interesting. Stubblefield had the season-ending knee injury in week 1. You've been hurt since the middle of August. I feel like in years past, guys who have season-ending injuries, they go home. Here, that's a couple of star players that stuck around and are working out together. Why here? Why is it important for you to stick around? I know you moved here all off season, but for Stubbs, he's a guy who goes back to Texas. Why is it important for you guys to be around? Yeah, I think that just contributes to how much the team and the city means to each of us, and all of us, as a whole. We're such a close knit team. We're always asking each other how we're doing, and just
almost competing in that locker room and in that weight room, just talking about when we're going to get back. But I think, like I talked about before, being around the guys is one of the biggest things that keeps you motivated and keeps you pushing through the injuries, and just, watching, for example, for me, I knew Keon, Julian Grant had to sit last year and watch me win the Grey Cup or whatever, us do our thing. And first thing I said to him was, it's my turn to watch you do that thing. Hopefully it doesn't come down to a game-winning catch. Hopefully you go crazy and we destroy whoever it is. But, just getting that kind of just thought behind it, and, just knowing that the team is here and this is the best place to rehab and get back to 100%. You're a young guy, but you're a vet now. I mean, you've shined on the biggest stage. You put together a really good half season. How much do you get involved in helping guys? Like when you see stuff either in game or in meetings, how much have you helped guys? Yeah, a lot. Obviously in meetings and stuff like that, try not to chip in too much because I'm not on the field. But when I'm on the sideline and I can see it, as much as I can, never overdo it because I'm not the one strapping it up right now. But I find the guys like to come to me as well and ask for my insight and just ask what I see. They respect my opinion, so that means a lot to me. And, they know that if I could be on that field, I would with them, and I give every sweat and tear to be on that field with them. So I think they respect that, and I was doing my thing too, so they just want to see it from another set of eyes. So I think that respect is just there. Obviously, you had the results on the field, like we mentioned before. You're lining up for one of the all-time great receiving seasons. Where do you think you made the biggest strides from the end of last year to this year? Yeah, personally, I would just think before I used to look at myself, I know what I did in the Grey Cup, but more of a gadget, screen. But I think I took advantage of all my 50-50 balls and my one-on-one routes, leading back to the Grey Cup when I had that one-on-one route. But I always believed it. I always knew that if it was going to come down to it, I'm going to get open. That's what receiver ones need to do. And had that mindset coming into the year that we're going to need a playmaker to step up and someone to make consistent plays like Austin Mack did last year. So I think that's definitely where my game improved, just showing that I can day in and day out, if you need me to help you win this game, I can do that. So I think, just that maturity and just, letting the game slow down a little bit and just playing my best football every game. I think the frustrating part for me, and I'm sure it's the same for you guys, is just I know it's a deep receiver group. There's no doubt about that, okay? But just to me, I'm thinking to myself, all right, if you have Tyson Philpot, you have Keon, Julian Grant, you have Cole Speaker, you have Austin Mack, you have Tyler Snead, the list goes on and on. I know there's only one ball, but what's it going to look like when you're Reggie White? What's it going to look like when you guys are all there together? Yeah, I think it's going to be something special, man. A receiving core that you've never seen before. And, we pride ourselves in being the best receivers on the field any given day, any given game, and, in practice as well when you see that. But, it's something scary, when we can all be healthy and on that field together. It's unstoppable. I know you and Davis and Alexander are particularly tight. How happy are you for what he's been able to do this year whenever Cody's missed? And I mean, he hasn't lost as a starting quarterback, and even coming off the bench before the BC game, he won that game too. Just what have you made of what Davis has been able to do? Yeah, man. First off, just so proud. What he's been through, what he's overcame. He just showed up every game. Didn't let the pressure get to him, But we, his close friends, we knew that's what he was made of. That's what he was capable of. He just needed his opportunity. And I'm just so proud, so glad that he's able to get that opportunity this year. And he's ran with it. And, like you said, he hasn't lost a game. He's played spectacular football every time he's touched that thing. And he's also showed a big leap in, maturity and, leadership as well, getting the guys together, and anytime he gets on that field and he makes a play, you can tell that we're electrified, we feel that. So I think the team's behind him, and he knows that, and just so proud of what he's accomplished, and the sky's the limit for him. The ball comes out of his hand like a friggin' rocket. Hey, I have a broken thumb because really? Oh yeah. When was that? In Hamilton. The week in Hamilton before I actually got hurt. You broke your thumb the week before you had your season-ending injury? I did, yeah. I had a fractured thumb because of Davis on a slant route with about 5 minutes left in the game. He told me that he has a long list of guys that he's broken their hands, so they're adding me to that list. But, yeah, he knows how to throw that rock for sure. So you played the Hamilton game the following week with a broken thumb? Yeah, you couldn't tell, but I was wearing a cast underneath my hand. So it was just a little spiral of things, but it wouldn't ask for any different. Davis throws the ball like he means it, and he gets it there too. Was that the worst injury you've ever played through?
Probably, yeah. I mean, at the time, I obviously didn't know it was broken. Didn't even tape it up. Just said, there's 5 minutes left in the game. Let's just get this thing done. I think I had a couple catches after that too. Yeah. So hey, it's the name of the game. Adrenaline's flowing, and you can do whatever you need to do to help the team win. I know there's some fans, very few fans are worried about the way it's gone the last few weeks. From the outside looking in, I know, Tyson, ideally you go into the playoffs on a 5-game winning streak. That's not going to happen every year. But what have you been able to see? What's your level of concern? Just what have you observed here over the last few weeks going into this final game against Winnipeg? Yeah, obviously, hasn't been our greatest weeks, but I think it's so important going into the playoffs. You have those wake-up checks, and I've been on undefeated teams that have thought we were going to win it all, and you go into the playoffs and you lose that first game because it's a wake-up check there. So I think that's all it is. Obviously we're set where we are going to be for the playoffs. Now we just use these games as little tune-ups, see where we need to fix some things, and all the faith in these guys, man. We know how to get it done. We know how to win. We just got to play Alouettes football and play all 3 phases, and there's no doubt in my mind we'll be playing for that Grey Cup again in BC. But I just say everybody tune in November 9th. It's going to be a real show. Is your thumb 100%? Yeah, I'm sorry, I'm asking. My mind is blown. It's definitely, we'd say about 95%, but not having to catch a ball these last 2 months has done a lot for the recovery. But Davis owes me one for that for sure. Nobody hit you. The ball hit you in the finger and it broke your thumb. Ball hit me in the thumb and literally bent it all the way back. I'm pretty sure, don't quote me, but Nate Bahar might have a fracture in his hand because of Davis at some point too. So he'll let you know that he did that for sure. Thanks for doing this, Tyson. I look forward to seeing you on the field, man. Appreciate it. Can't wait to be back. Wow. J'en reviens tout simplement pas. Si vous ne l'avez pas maîtrisé quand il l'a mentionné, il s'est blessé le 10 août contre Hamilton. Contre Hamilton. La semaine d'avant, les Alouettes ont affronté les Tiger Cats, mais à Hamilton. Et le lancer de Davis Alexander est tellement puissant qu'il s'est cassé le pouce. Et il y a un autre joueur, un autre receveur qui a une main cassée ou fracturée à cause de Davis Alexander. Et ça, on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais Davis Alexander a tout un boulet de canon pour un bras. Là, c'est un bras vraiment, vraiment puissant. So I just wanted to explain that. I still can't believe it. I know I asked Tyson to repeat himself. I just want to clarify. I mean, Davis Alexander, I know he throws really, really hard. But my gosh, I didn't realize that he was breaking hands and breaking thumbs. Tyson Philpot with a broken thumb after catching a Davis Alexander pass at a clean break. It's absolutely wild. But thank you to Tyson Philpot for taking the time. So disappointing. I mentioned it in the interview, but, he's a guy who was on pace for one of the best seasons in Alouette history. And unfortunately, just a fluke injury put an end to his season. But I think it's really encouraging. And I think anybody who watched Tyson Philpot knew that as soon as he put it all together, he had the talent to be one of the elite receivers in the league. So, I know he and Justin McInnes were 1 and 2 for a while when it came to receiving yards, 2 Canadian boys. But wow, I mean, it is impressive to see what Tyson Philpot did this year. And he had a legitimate shot to put together one of the best seasons in Montreal Alouettes history. So thank you to Tyson Philpot. Did a great job in the interview and did a great job this season. Hopefully we can see him hoist another Grey Cup, even though he won't be playing in it. But we'll be back. He'll be back, I should say, next season. All right. Thank you to everyone who's been around from week 1 to now, training camp. We did these podcasts and they've absolutely flown by. I love doing them. Love hearing from people who enjoy the podcast as well. It's really fun to inform you guys. I know most of you guys, for obvious reasons, can't be at every practice, but I am. I think I missed like 2 or 3 practices all season, if you include training camp. So it's a pleasure to watch these guys work, and it's a pleasure to watch you relay the message to you guys, and to just inform you on the goings on of this team. And I hope that I make you feel like you're close to the team, and I hope I make you feel like you're close to the players with these interviews that we do. We're going to keep going in the playoffs. Don't worry about it. We're going to keep going in the off season as well. But it's crazy how fast
this season has passed by. I do also want to mention, we mentioned it earlier in French. I want to make sure we get to it in English. Just make sure that you're aware this game does not start at 4 o'clock anymore. The league changed the time a few months back. And I know there's some people that missed the announcement, but this game does start at 3 p.m. from Percival Molson Stadium. So if you're watching on TV, don't tune in at 4. You're going to miss more than a quarter, about a quarter and a half. And if you're coming to the game, certainly don't show up at 4 because you're going to miss a whole lot of the action. So make sure that you're there. Very few tickets left for this game. It's the pink game. The players will be wearing pink in honor. They're supporting breast cancer research. And so you'll see them wear pink. And also, like I mentioned, there are very few tickets left. So if you want to come to the game, make sure that you buy your tickets as soon as you listen to this. And if you listen to this too late, this is Friday afternoon at around 4 p.m. If you wait too long, you might not find tickets left. I know the team announced that they had sold over 21,000 not too long ago, but it's trending towards another 23,000 plus. And then if you're going online to pick up that ticket, make sure that you pick up your tickets for the East Final. This is it. Crunch time. The Alouettes win one game at home on November 9th, and you're headed to the Grey Cup in Vancouver the following week. So make sure that you're there to encourage the Alouettes. They need you. I always say football is a sport where the fans can make a difference. You make noise, and the other team, you can throw them off. They can jump offside. You can impact the way that another team plays, prepares, the way they take penalties, the amount of penalties they take. So make sure that you show up for that game on November the 9th. You can buy your tickets at goalsgo.com. Have a great weekend, everybody. Enjoy the game. And next time we talk, it'll be playoff time. Have a great rest of your weekend, everybody.